Alors, on va commencer cette deuxième partie par un petit rappel, et puis ensuite on introduira la relation fondamentale de la dynamique. Donc le petit rappel va porter sur la notion de référentiel et de repère qu'on a introduit dans le dernier chapitre. Et donc, un référentiel, on va se souvenir que c'est en fait un solide de référence par rapport auquel on va mesurer les mouvements. Et sur ce solide de référence, par définition, tous les points de ce solide sont immobiles dans le référentiel considéré, puisque il constitue votre référence ou vos points de référence. Et il faut à la fois une échelle de distance et une échelle de temps. Et donc ça va vous permettre de mesurer les mouvements et de paramétrer les mouvements, de voir comment un objet se déplace dans ce référentiel au cours du temps. Ensuite, je vous rappelle que pour un référentiel, vous avez une infinité de repères, et un repère, c'est un système d'axes rigidement lié en au moins un point au référentiel, et le référentiel, on va le noter joli R comme ça, de manière générale. Donc on va se poser un référentiel, soit R, un référentiel dans lequel on va se placer, et on mesure les déplacements par rapport à ça. Alors on va faire dans cette partie-là un petit inventaire à l'après-vert de tous les référentiels qu'on peut manipuler de manière usuelle, et voir dans quelle mesure ce sont des bons référentiels. On va voir que les meilleurs référentiels du point de vue de la relation fondamentale de la dynamique sont aussi ceux qui sont le moins accessibles ou le moins pratiques pour faire nos études ici sur Terre dans la vie courante, mais on va voir dans quelle mesure on va pouvoir quand même utiliser un certain nombre de choses sur Terre dans ce qu'on appelle le référentiel terrestre. Alors, on introduit le principe d'inertie. Principe d'inertie, ou première loi de Newton, comme vous l'avez peut-être déjà introduite par le passé. Donc la première loi de Newton va nous dire qu'en fait, principe d'existence, il existe certains référentiels qui sont des bons référentiels pour faire de la mécanique. C'est-à-dire que si on se place dans ces référentiels-là, les lois de la mécanique seront relativement simples, et si on ne prend pas un référentiel comme ça, il va falloir rajouter des corrections. Alors on peut les calculer assez facilement, ces corrections, ce sera le travail de l'année prochaine quand on fera des référentiels non galiléens, mais ça peut être un tout petit peu pénible en première approximation. Donc, principe d'inertie, il existe une famille de référentiels, appelés référentiels galiléens ou inertiels, donc appelés galiléens ou inertiels. Et donc en règle générale, quand on va commencer un exercice, notre premier souci va être de nous placer dans un référentiel galiléen et de dire dans quelle mesure celui-ci va être galiléen. C'est justement l'inventaire à l'après-vert qu'on va faire tout à l'heure, qui va nous permettre de voir quand est-ce qu'on peut dire qu'un référentiel est galiléen, tel que par rapport à l'un de ces référentiels, tout point matériel isolé, ce qui n'existe pas en pratique, tout point matériel isolé, là vous avez de nouveau l'exemple d'une définition de physique qui s'appuie sur des idéaux, des choses qui ne peuvent pas exister, et puis en pratique on verra ce qu'on peut en faire. Donc un point immatériel isolé, ça veut dire qu'il n'est soumis à aucune force extérieure, enfin qui n'est soumis à aucune force, puisque étant donné que c'est un point, il ne peut pas y avoir de force intérieure, donc qui n'est soumis à
aucune force. Donc tout point matériel isolé est soit au repos, soit animé d'un mouvement rectiligne uniforme. Rectiligne uniforme. Voilà pour l'énoncé de ce principe d'inertie ou première loi de Newton. Alors, plutôt ça c'était le principe d'inertie. Et principe d'inertie. Et la première loi de Newton, elle est très très proche de ça. Elle est légèrement différente. Donc, épistémologiquement, il y en a qui donnent des différences. En pratique, ça nous servira de la même manière. La première loi de Newton dit que dans un référentiel galiléen, donc dans un des référentiels dont le principe d'inertie suppose l'existence, dans un référentiel galiléen, le vecteur vitesse du centre d'inertie d'un système fermé, donc le vecteur vitesse du centre d'inertie, c'est-à-dire du barycentre d'un système fermé, donc ce vecteur vitesse est constant si et seulement si la somme des forces qui s'exercent sur lui est nulle. Donc la somme des forces qui s'exercent sur le système est un vecteur nul. C'est cette somme qui est vectorielle qui doit être égale au vecteur nul. Est un vecteur nul. Donc c'est pas tout à fait la même chose, c'est le caractère pseudo isolé, mais en pratique ce sera beaucoup plus proche de ce qu'on va pouvoir vérifier. Si vous avez un mobile qui se déplace à vitesse constante, à vitesse vectorielle constante, à ce moment-là, vous allez pouvoir dire que il y a forcément des forces qui s'exercent sur lui, mais la somme de toutes ces forces, enfin les forces se compensent de sorte que la somme vectorielle soit absolument nulle. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on appelle ça des référentiels galiléens? Parce que c'est Galilée le premier qui a introduit cette notion en disant en imaginant, en faisant une expérience de pensée, il a pris les véhicules les plus rapides de l'époque, les plus imposants de l'époque, c'est-à-dire les bateaux, et il a dit voilà, vous mettez dans un bateau, dans la cale, vous mettez pas d'ouverture. À l'époque c'était assez normal, si vous mettez une ouverture dans la cale, votre bateau est coulé, donc sans ouverture sur l'extérieur, sur une mer calme, avec un bateau qui avance à vitesse régulière, ça va arriver de temps en temps. À ce moment-là, quand vous êtes dans la cale, vous pouvez faire autant d'expériences que vous voulez, vous ne saurez pas si vous êtes tranquillement dans la cale en train d'avancer à vitesse constante à la surface de l'eau ou en train de mouiller dans un port avec sans aucune vague, donc ou sur un cours d'eau qui est parfaitement plat et donc sans aucun moyen physique de savoir si vous êtes en train de vous déplacer ou pas. Et c'est là qu'intervient justement ces référentiels galiléens. On va pouvoir dire qu'à partir du moment où on a un référentiel galiléen, on est capable de donner une infinité d'autres référentiels galiléens. Ce sont ceux qui auront des mouvements de translation rectiligne uniformes par rapport au référentiel galiléen de départ. Donc justement, on introduit ça, le mouvement relatif de deux référentiels galiléens. Donc ça c'est un résultat qu'il faut connaître, qu'on peut démontrer. La démonstration n'est pas forcément très utile à savoir, c'est pas le genre de choses qu'on peut réutiliser facilement. Alors si
vous avez R1 et R2 qui sont deux référentiels galiléens. Alors souvent, référentiel galiléen, j'abrégerai ça ref.gal. Alors, nécessairement, R2 a un mouvement qui est connu par rapport à R1, est en mouvement de translation rectiligne uniforme, et c'est les trois termes qui sont importants, donc translation rectiligne uniforme par rapport à R1. Donc là, il faut se souvenir que, en fait, tous les termes, les trois termes, sont importants. Rectiligne, ça veut dire que vous vous déplacez en ligne droite. Donc, par exemple, si je prends ce stylo, là, il se déplace en ligne droite. Mais là aussi, le centre de gravité de votre système, qui va être le point de fixation par rapport auquel vous allez comparer votre système par rapport à la table, il se déplace aussi en ligne droite. Il suit cette ligne-là. Donc rectiligne ne suffit pas pour avoir un autre référentiel galiléen. Il faut en plus que ce soit un mouvement de translation. Vous vous souvenez que ça, c'est un mouvement de translation circulaire, par exemple. Mais c'est un mouvement de translation. Mouvement de translation rectiligne, ça va faire quelque chose comme ça. Et le uniforme me dit qu'il ne doit pas y avoir d'accélération. La vitesse ne doit ni augmenter ni diminuer en norme. Mais uniforme ne donne d'informations que sur la norme, alors que vous voyez qu'il y a des histoires de vecteurs vitesse constants qui apparaissent dans les affaires. Donc là, il faut bien se dire que les trois informations, translation, rectiligne et uniforme, sont importantes et vous devez être capable de décrire le mouvement relatif de deux référentiels galiléens en se souvenant que c'est un mouvement de translation rectiligne uniforme. Alors, on va essayer de faire les référentiels galiléens usuels. Référentiels galiléens usuels. Et pour ça, on va faire un grand tableau dans lequel on va donner les différentes informations nécessaires pour chacun des référentiels. Et dire dans quelle limite vous aurez votre référentiel qui sera un bon référentiel galiléen. On fait un grand tableau comme ça. On va donner le nom en premier. Ensuite, on va donner le centre de votre référentiel, les axes correspondants, et les limites, c'est-à-dire savoir combien de temps on peut le considérer comme galiléen ou dans quelle limite on va pouvoir le considérer comme galiléen. Alors, on démarre par le référentiel de Copernic. Copernic, vous vous souvenez que c'est le moine polonais qui a commencé à dire que en fait, il serait peut-être plus simple de considérer que les planètes tournent autour du Soleil plutôt qu'autour de la Terre. Alors, certes, ça simplifie un petit peu les choses, mais comme il s'est enferré dans le fait qu'il pensait que toutes les orbites restaient des orbites circulaires, avant, on avait un système d'épicycle, c'est-à-dire que les planètes tournaient autour de la Terre, puis autour d'un cercle qui tournait autour de la Terre, et puis vous aviez un système avec, il me semble, 27 épicycles qui pouvaient se superposer. Alors ça donnait des super calculs, ça marchait très bien d'un point de vue pratique, on était capable de prédire la position des planètes, mais c'était super compliqué. Copernic, lui, il a dit maintenant on va mettre le Soleil au centre, et puis on va mettre la Terre. Sauf que comme la trajectoire de la Terre n'est pas circulaire, ou la trajectoire des autres planètes n'est pas circulaire par rapport au Soleil, il a dit bon, on rajoute de nouveau des épicycles. Donc on a transformé un système en épicycle en un autre système en épicycle. À l'époque, ils étaient experts en calcul d'épicycle, donc à la limite ça changeait pas, mais les gens qui faisaient ces calculs pratiques, ils disaient mais pourquoi est-ce qu'on s'amuse à changer? Parce que finalement, ça simplifie pas grand chose.
Conceptuellement, ça simplifiait bien, mais ça posait des problèmes théologiques, mais d'un point de vue pratique, dans les calculs, c'était pas terrible. C'est quand Kepler est arrivé à dire ah non, c'est pas des orbites circulaires mais des orbites elliptiques, que là il y a eu un vrai changement parce que il y a une vraie simplification dans la manière de calculer les positions. Donc Copernic, par référence à ce moine polonais, le référentiel de Copernic, c'est un référentiel qui est centré sur le centre de masse du système solaire. Et je vous rappelle que le centre de masse du système solaire n'est pas le centre de masse du Soleil et que du fait des grosses planètes qui sont à l'extérieur du système solaire, ce centre de masse va pouvoir se déplacer et peut s'écarter jusqu'à plus de 2 fois le rayon du Soleil. De temps en temps, il est à l'intérieur du Soleil, de temps en temps, il est à l'extérieur du Soleil. À l'échelle du système solaire, bien sûr, il est juste à côté ou très très proche du point qui correspond au centre de notre Soleil. Mais d'un point de vue pratique, à l'échelle du Soleil lui-même, il peut se déplacer en dehors du Soleil. Donc le centre de masse du système solaire. Et au niveau des axes, alors vous lirez dans tous les bouquins qu'on prend des étoiles lointaines, sauf qu'en pratique, si vous prenez des étoiles, elles sont pas assez loin, les étoiles. Les seules étoiles que vous pouvez voir sont des étoiles qui sont des étoiles proches, c'est-à-dire des étoiles qui appartiennent à notre Voie lactée. Or, les étoiles qui sont à notre Voie lactée, elles sont allées maximum à une dizaine de milliers d'années-lumière de distance, ce qui n'est pas loin d'un point de vue astronomique, et notamment, elles bougent sur une échelle de temps de 200 millions d'années. Et donc, si vous avez des axes qui bougent sur 200 millions d'années, ça peut être embêtant. Alors, bien sûr, pour étudier le mouvement d'un truc sur une dizaine de secondes, ça va pas changer grand-chose, mais si vous cherchez des choses à plus grande échelle, ça peut être embêtant. Donc en fait, ces étoiles lointaines, fixes, parce que comme elles sont lointaines, on veut qu'elles puissent être fixes, ces étoiles, c'est en fait ce qu'on appelle des quasars. Quasars, ça vient de quasi-stars, c'est des quasi-étoiles, ça ressemble à des étoiles, c'est fixe comme des étoiles, sauf qu'en fait c'est des noyaux de galaxies actives très très loin dans le passé, et comme elles sont très très loin dans le passé, elles ne bougent pas par rapport à nous, et elles peuvent être considérées comme fixes. Donc on choisit 3 endroits, 3 étoiles, avec si possible un angle droit pour faire un trièdre direct et orthonormé, et ça va nous permettre de définir notre référentiel de Copernic. Pour nous, qui étudions des choses à l'intérieur du système solaire, c'est le référentiel galiléen par excellence à notre échelle, et l'échelle en question, c'est l'échelle intrasystème solaire. Intrasystème solaire. Alors bien sûr, si, comme moi, vous avez étudié les mouvements d'étoiles à l'intérieur de galaxies, ce ne sera pas suffisant, puisque le Soleil il se déplace dans la Voie lactée, et puis il tourne en translation circulaire. On se doute que le référentiel, qu'on appelle référentiel galactocentrique, qui est centré sur le centre de masse de la Voie lactée, sera, du fait de l'inertie de la chose, plus galiléen que celui qui correspond au Soleil, qui est en rotation circulaire, en translation circulaire, autour de ce référentiel galactocentrique. Mais il faut bien mettre la limite quelque part. Pour nous, le référentiel de Copernic va être le référentiel galiléen de référence, si je puis dire, dans notre affaire. Bon, une fois qu'on a le référentiel de Copernic, qui va être notre meilleur référentiel galiléen qu'on a sous la main, on va prendre le référentiel héliocentrique. Donc héliocentrique, centré sur le Soleil, Hélios, ou aussi appelé référentiel de Kepler, puisque Kepler, c'est justement lui qui a démontré par observation que les trajectoires étaient elliptiques et non pas circulaires, du moins qui a prouvé qu'on pouvait faire passer des ellipses et que ce serait plus simple que ces histoires d'épicycles, parce que d'un point de vue mathématique, c'est équivalent. Donc le référentiel héliocentrique, il est centré sur le centre de masse du Soleil. Donc
Donc c'est celui auquel on pense le plus naturellement quand on veut étudier le mouvement des planètes dans le système solaire. C'est naturellement par rapport au Soleil, on va supposer le Soleil fixe, hop, au centre, et puis on fait tourner les autres. Alors justement, du fait des distances, on peut se rendre compte que dans le référentiel de Copernic, le Soleil bouge un petit peu. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a pu découvrir les premières exoplanètes, c'est-à-dire les planètes autour d'autres systèmes, d'autres étoiles, puisque on ne voyait pas ces autres planètes, mais on pouvait observer l'étoile, et l'étoile, on la voyait bouger en regardant le décalage Doppler des raies qui étaient à l'intérieur de ces étoiles, et on se rend compte que il y a des petits déplacements et donc présence d'une planète. Donc, de notre point de vue, le système héliocentrique est quand même un bon référentiel galiléen. On prend comme axe les mêmes que Copernic, à partir du moment où on les a choisis, ça va bien. Donc étant donné que les axes pointent exactement la même direction, ça veut dire que le référentiel héliocentrique a un mouvement de translation par rapport au référentiel de Copernic. C'est-à-dire quand vous avez le premier référentiel et le deuxième, ils ont la même orientation à tout moment, même s'il y en a un qui bouge par rapport à l'autre, ils se translatent par rapport à l'autre, translation qui peut ne pas être rectiligne, et d'ailleurs elle n'est pas rectiligne, puisque comme le Soleil tourne autour du centre de masse du système solaire, c'est un mouvement de translation elliptique, vraisemblablement alors un petit peu chaotique, parce qu'il y a toutes les planètes qui le tirent un petit peu dans un sens, un petit peu dans l'autre. Donc on peut traduire ça, mais en tout cas, ça n'est pas un mouvement de translation uniforme. C'est même pas uniforme non plus. Les limites, si on fait une étude sur un temps qui est très inférieur à la période de Jupiter, qui est de l'ordre de 12 ans, alors il n'y aura pas de problème, on ne verra quasiment pas le Soleil bouger. Par contre, si on regarde sur une échelle de 12, 24, 100 ans, là, l'influence de Jupiter sera sensible, et donc si vous essayez de prendre en compte le mouvement, par exemple vous voulez envoyer une sonde vers Saturne, que cette sonde elle va mettre 10 ans à y arriver à Saturne, si vous ne prenez pas en compte le caractère non galiléen du référentiel héliocentrique, vous risquez de la louper, Saturne, ce qui est quand même embêtant. Quand vous envoyez une sonde, vous voulez plutôt être sûr que ça arrive au bon endroit. Donc, faire attention, si jamais il y en a parmi vous qui vont travailler pour la NASA et qui vont faire des missions spatiales au-delà de Mars, Jupiter, Saturne et compagnie, vous serez obligé de prendre en compte le caractère non galiléen du référentiel héliocentrique. Mais sinon, pour le reste, c'est un très bon référentiel, un très très bon référentiel galiléen. Après le référentiel héliocentrique, vous avez le référentiel géocentrique. Géocentrique, centré sur Gaïa, la Terre. Donc, il a pour centre le centre de masse de la Terre. Alors, je vous rappelle que en astronomie, quand vous parlez des planètes, il faut mettre une majuscule, le Soleil, la Terre. C'est pas quand il y a du Soleil dehors, c'est le Soleil avec une minuscule. Et quand vous regardez le mouvement de la Terre autour du Soleil, il y a une majuscule à la fois à Soleil et à Terre. On prend comme axe les mêmes que Copernic, comme ça on est tranquille, il est en mouvement de translation par rapport à Copernic, mais on sait que ce sera valable pour un temps qui est très inférieur à 1 an, puisque sur 1 an, la Terre a fait un tour autour du Soleil, dans le référentiel héliocentrique, et vraisemblablement aussi dans le référentiel de Copernic, parce que les deux ont leur centre qui sont presque l'un sur l'autre. Mais au bout d'1 an, on n'est plus en translation rectiligne uniforme. Quand vous avez votre Soleil qui est là, la Terre qui fait sa translation, si vous prenez la Terre ici, que vous regardez ce qui se passe par là, la vitesse de la Terre à ce niveau-là, elle est dans cette direction-là. Si on fait un zoom en regardant juste ici, sur toute cette zone, la trajectoire est quasiment rectiligne. Et donc, le déplacement est un mouvement de translation, parce que j'ai les mêmes axes que Copernic,
rectiligne, quasiment rectiligne, et puis uniforme, puisque je vais rester quasiment à la même distance du Soleil, donc j'aurai un bon référentiel galiléen comparé au référentiel, si je suppose le référentiel héliocentrique galiléen. Donc là, c'est bon, mais par contre, sur un an, vous voyez la rotation, vous avez même sur 6 mois que la vitesse a complètement changé et dépassé à son opposé, et donc, vous ne serez plus galiléen, donc il faut vraiment avoir un temps d'observation qui est très inférieur à un an. Donc, typiquement pour les référentiels géocentriques, donc héliocentrique, ça va être bon pour les mouvements de planètes, parce que en règle générale, on va étudier les planètes centrales, donc avec des périodes inférieures à la période de Jupiter. On va considérer Jupiter, il faudra résoudre ce qu'on appelle le mouvement à 2 corps, mais bon, déjà à 1 corps, ce sera déjà suffisant pour avoir de bonnes idées. Donc c'est bon pour le mouvement des planètes, et lui, c'est bon pour les mouvements de satellites autour de la Terre, ou à la limite de la Lune autour de la Terre, dans première approximation. La Lune est de masse faible, mais pas totalement négligeable par rapport à la Terre. Donc là aussi, le système, le centre de masse Terre-Lune va être pas forcément profondément ancré dans la Terre. Donc un satellite autour de la Terre, il peut y avoir plusieurs périodes, mais si vous prenez un satellite géostationnaire, il a une période de 1 jour, un satellite en orbite basse, on verra qu'il a une période d'1 heure et demie à peu près, donc vous voyez qu'on est bien tranquillement très inférieur à 1 an. Donc pour calculer les orbites de satellites, en première approximation, on peut garder ça. Alors après, si on veut garder notre satellite sur sa bonne orbite et pouvoir la prédire à 1 an de distance, il va falloir prendre en compte ces choses-là, sachant que la plupart du temps, le satellite en orbite basse, par exemple, il va y avoir des frottements qu'il va falloir aussi prendre en compte, parce que vraisemblablement l'influence sera plus grande que la correction qui est due au caractère non galiléen du référentiel. Voilà, donc ça c'est le référentiel géocentrique. Donc ça, dès qu'on fera des satellites, on utilisera le géocentrisme. Et puis finalement, on va utiliser le référentiel terrestre. Alors le référentiel terrestre, c'est de loin le plus utilisé du système. Il a pour centre un point de la Terre, c'est-à-dire vous choisissez un point au hasard, par exemple un poteau de corner sur un terrain de foot, et puis ça vous permet d'avoir votre point de référence. Vous avez des axes qui sont liés au sol. Donc si je reprends mon image du poteau de corner, vous avez l'axe vertical, c'est la direction du poteau de corner. L'axe X par exemple, ça va être la ligne de but, et l'axe Y, ça va être la ligne de touche. Donc vous avez bien 3 axes qui sont plantés là et qui bougent avec le sol, et il faut imaginer que le référentiel terrestre, c'est lui qui tourne par rapport au référentiel géocentrique. Le référentiel géocentrique, il a des directions fixes dans l'espace, donc il faut se dire que vous voyez un petit peu de l'extérieur, comme si vous étiez sur la Lune et vous observez la Terre. Et quand vous êtes là, vous allez voir le mouvement de la Terre sur elle-même, donc le mouvement du référentiel terrestre dans le référentiel géocentrique. Et c'est pour ça que le référentiel terrestre, il faut, pour que l'étude soit correcte, que votre temps d'étude soit très inférieur à 1 jour. Donc pour étudier le mouvement, par exemple, si vous prenez une craie et que vous la balancez en direction de la poubelle, vous n'avez pas besoin de prendre les corrections dues au caractère non galiléen du référentiel terrestre. Mais si vous essayez d'envoyer un missile intercontinental, là il faut prendre en compte le fait que la Terre elle tourne, parce que le missile intercontinental il va mettre un certain temps, 3, 4, 5 heures avant d'arriver à destination, et pendant ce temps la Terre aura tourné en dessous de lui, et donc les caractéristiques de son mouvement vont être affectées par rapport au cas où vous supposez qu'il n'y a absolument rien de différence. Alors il y a une petite histoire concernant la flotte anglaise au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a une partie de la guerre qui s'est déroulée aussi
dans la partie de l'hémisphère sud, et les Anglais étaient extrêmement bons en matière de flotte, étant donné que c'est une île, ils ont toujours eu beaucoup le pied marin, et donc l'aspect guerrier sur navire était très connu. Et ils se sont rendus compte, en fait, ils essayaient de couler un sous-marin qui était par ici, donc le bateau anglais, pouf, il envoie son boulet de canon, les Anglais, hop, ils ont calculé la position, la correction, la vitesse du vent, tout ce qu'il faut, et ils se sont rendus compte que ça tapait à côté. Ils ont tapé une fois, ils ont tapé 2 fois à côté. Alors là, ils ont réfléchi un petit peu, ils ont quand même réussi à couler le sous-marin, mais en fait, par rapport à l'Angleterre, pour lesquels ils avaient défini en fait leur correction, comme vous étiez dans l'hémisphère sud, l'axe de rotation par rapport à la verticale était dans l'autre sens, et donc ce qu'on appelle la déviation vers l'est, vous verrez l'an prochain dans le cours de mécanique en référentiel non galiléen, cette déviation se faisait par rapport à leur boulet de canon dans l'autre sens, parce que la Terre tournait légèrement, et donc ils partaient du mauvais côté. Donc ils avaient pris l'habitude de compenser ça en tirant légèrement plus à gauche, par exemple, pour taper leur sous-marin. Et là, il fallait tirer légèrement plus à droite pour que ça compense dans l'autre sens. Donc il faut faire attention à ça. Ici, bien retenir que vous avez plusieurs référentiels galiléens, pseudo-galiléens sous la main. Plus vous vous approchez de la surface de la Terre, moins ils sont bons d'un point de vue de la galiléanicité, et vous allez avoir que vous ne pourrez étudier les choses que quand le temps passé dans l'air est faible, mais globalement, on va pouvoir considérer, nous, à chaque fois qu'on va faire un exercice, on va choisir le référentiel qui est adapté à la situation, pour dire par rapport à quoi on mesure les positions, et ensuite on va dire, on va le supposer galiléen dans le cadre de l'étude. Il faut vérifier a posteriori que votre étude ne dépasse pas les temps maximum que vous pouvez avoir dans votre système. Une autre manière de vérifier, c'est, vous verrez ça l'an prochain, quand vous êtes dans un référentiel non galiléen, il apparaît des accélérations qu'on appelle d'accélération d'entraînement ou accélération de Coriolis. Coriolis quand il y a de la rotation, celui-là il est en rotation par rapport à Copernic, alors que les autres sont en translation. Donc il y a de la rotation dans le système, et si vos accélérations d'entraînement et de Copernic sont négligeables devant toutes les autres forces de votre système, à ce moment-là, vous pourrez considérer qu'il est bien galiléen. Bon, alors maintenant qu'on a nos référentiels galiléens, on va pouvoir parler de la relation fondamentale de la dynamique, ou le principe fondamental de la dynamique. Donc moi, je vais souvent l'abréger RFD. Ma collègue de PCSI 3 préfère l'appeler principe fondamental de la dynamique. Je suis sûr que vous le croiserez aussi. Donc relation fondamentale de la dynamique. Et pour un point matériel, pour un système de points, on verra, on appelle ça la loi de la quantité de mouvement. Donc pour un point matériel, ou le théorème de la quantité de mouvement. Mais nous, on va à chaque fois pouvoir se ramener à un point, au moins en première approximation. Alors, il dit quoi ce principe fondamental de la dynamique, ou cette relation fondamentale de la dynamique? Elle dit que dans un référentiel R supposé galiléen, le principe fondamental ne s'applique en fait que dans les référentiels vraiment galiléens. Après, on va pouvoir dire que dans une certaine approximation, à chaque fois, le référentiel qu'on considère peut être considéré comme galiléen, donc on va pouvoir utiliser cette relation fondamentale de la dynamique. Donc dans un référentiel R galiléen, vous avez le lien entre la dérivée de la quantité de mouvement, et que la dérivée de la quantité de mouvement, c'est égal à la somme des forces qui s'exercent sur votre système. Et comme votre système, la masse est constante, donc si le système est fermé, ça veut dire que la masse
c'est une constante. Ça veut dire que la dérivée de la quantité de mouvement, c'est, comme la quantité de mouvement c'est m fois la vitesse, la dérivée de la quantité de mouvement, ça va s'écrire m dv sur dt. Donc m fois l'accélération. Je vais pouvoir écrire ça sous forme m fois l'accélération égale la somme des forces qui s'exercent sur votre système. Voilà. Bon. Et en particulier, on a vu que pour un référentiel, pour un repère, pour des coordonnées cartésiennes, vous avez que l'accélération, elle s'écrit simplement x point EX plus y point EY plus z point EZ. Et donc, en faisant les projections sur chacun des axes, la projection selon x de l'accélération c'est x point, la projection selon y c'est y point, la projection sur EZ c'est z point. Donc on se retrouve avec m x point qui est égal à la somme des forces scalaires EX. Alors comme c'est un produit scalaire, la somme des forces, le tout scalaire EX, c'est équivalent à la somme des F scalaires EX. Donc je peux faire la somme des projections. Pareil pour Y, c'est la somme des F scalaires EY. Et pour Z, c'est la somme des forces scalaires EZ. Donc ça me permet d'avoir ma relation fondamentale de la dynamique pour un point matériel. Et si vous faites pour un système de points matériels, et par exemple quand vous étudiez un skieur, le skieur en fait c'est un système de points matériels, on peut dire, voilà, on suppose qu'il est réduit à un point et identifié à son centre de masse, mais c'est un tout petit peu réducteur. En fait, il y a la loi de la quantité de mouvement, qu'on peut démontrer, donc appeler ça théorème de la quantité de mouvement. Donc la loi de la quantité de mouvement pour un système de points. Donc cette loi de quantité de mouvement va dire qu'en fait, dans un référentiel R galiléen, ça c'est vraiment un aspect important, votre relation fondamentale de la dynamique ne marche que si vous vous placez dans un référentiel galiléen, et c'est pour ça qu'à chaque fois, il va falloir réfléchir pour savoir si notre référentiel est galiléen ou pas. Donc, dans un référentiel galiléen, on peut avoir un équivalent qui dit que la dérivée de la quantité de mouvement total de votre système, ça va être, donc système de points fermé, il faut quand même avoir cette hypothèse-là, ça va être m fois l'accélération du centre de masse de votre système, et ça va être la somme des forces extérieures à votre système. Alors pourquoi est-ce que ce point-là, ce caractère extérieur est important? Parce que tout simplement, quand vous avez un point matériel, comme il n'y a pas d'intérieur, c'est un point mathématique, il n'y a pas de force interne. Mais quand vous considérez un système de points, par exemple, je reviens à mon exemple du skieur, votre skieur, il a plusieurs parties, il a des doigts, il a des bras, il a des jambes, et tous ces points matériels qui peuvent être constitués de tous les atomes qu'ils constituent ont des interactions. Et si on comptait toutes les forces, ça serait beaucoup trop pour pouvoir les prendre en compte. Heureusement, le principe d'action et de réaction dit que s'il y a un point qui attire en attire un autre, vous avez l'attirance réciproque. Et donc quand on fait la somme de toutes les forces qui s'exercent sur votre système, les forces intérieures vont toujours 2 à 2 se simplifier.
Résultat, il ne reste plus qu'à considérer les forces qui s'exercent de l'extérieur. Et donc, dans les systèmes, quand on a des systèmes un peu plus compliqués que simplement une masse accrochée à quelque chose, vous allez pouvoir considérer et essayer de déterminer en fait si une force qui s'applique là-dessus, c'est une force qui est intérieure ou extérieure. Typiquement, quand vous considérez un système par exemple, une masse qui est suspendue à un fil, on va prendre ça, j'ai une masse qui est suspendue à un fil, la question c'est qu'est-ce que vous prenez comme système? Si vous prenez comme système la masse, à ce moment-là, la force, il y a la tension du fil qui va être comme ça. Et puis vous avez bien sûr le poids de la masse correspondant. Mais si vous prenez comme système, non pas juste la masse, mais la masse et le fil, je peux avoir envie de déterminer comme système la masse et le fil, à ce moment-là, la force qui s'exerce sur votre système ne s'exerce plus au niveau de la masse, mais au niveau du point de fixation. Et ici, vous aurez une réaction au niveau du point de fixation qui va être responsable du mouvement du reste de votre système. Donc en fait, en fonction du système que vous choisissez, la liste des forces que vous allez considérer va pas être la même. L'inventaire va être différent dans les différents cas.